Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je m'appelle Alain Deneville, j'aurais dû présenter avec Bérénice Serra, mais Bérénice est retenue par de la surveillance qu'on appelle dans notre jargon évaluation des politiques universitaires. Donc elle est en train de faire des rapports là-dessus à Bâle et elle s'excuse de ne pas pouvoir être là. Enfin, elle vous prie de l'excuser de ne pas pouvoir être là. Nous on remercie Marion, Pierre-Laurent, Alice, Anaïs, Inge et aussi l'interprétation qui est incroyable. Donc je vais vous parler d'OSINT et d'un projet qu'on a avec Bérénice autour de l'OSINT. Donc qu'est-ce que l'OSINT ? L'OSINT, c'est l'Open Source Intelligence. Donc, je vais définir un peu rapidement, comme ça après je pourrais passer à d'autres choses. Donc, c'est une méthode potentiellement itérative et collaborative qui consiste en la collecte et l'exploitation systématique d'informations provenant de sources accessibles légalement au public dans le but de répondre à un besoin d'information. Concrètement, c'est un ensemble d'enquêtes qui vont être... D'accord. Désolé. C'est parce que c'était écrit. Donc, l'OSINT, c'est un ensemble d'enquêtes qui vont pouvoir être réalisées. Un grand praticien de l'OSINT en France s'appelle Hervé Le Toqueux. Il a l'habitude de dire que l'OSINT, c'est tout ce que sa grand-mère peut faire sur Internet. C'est-à-dire, à partir de là, tous les documents qui sont accessibles pour pouvoir mettre en place un certain nombre d'enquêtes. Donc, ah oui, et à la base, l'OSINT, ça vient du milieu du renseignement et principalement du renseignement militaire. Donc, quels sont les types de sources qu'on utilise en OSINT ? Donc, il y a les documents administratifs. On peut faire par exemple des demandes CADA, comme le disait Félix ce matin avec Technopolis. C'est aussi la presse, le contenu généré par les utilisateurs, les archives du web, la littérature scientifique, les rapports financiers, les vues satellites et les données géographiques, le tracking d'avions et des bateaux, les salons professionnels. Donc en fait, on vit dans un monde qui est saturé d'informations. Ces informations sont en source ouverte. On y a accès, on peut les recroiser. Et à partir du moment où on les recroise, on peut mettre en place du renseignement, ou en tout cas on peut obtenir des informations. Et ces informations permettent de donner lieu à des enquêtes. Si à la base, donc, ce sont les services de renseignement qui l'ont utilisé, à partir de la guerre en Syrie, donc qui commence en 2011 et qui est censée être terminée en décembre dernier. Donc, à partir de la guerre de Syrie, on se rend compte que avec Internet, cette guerre qui a été la guerre la plus documentée du XXIe siècle et peut-être la guerre la plus documentée de toutes les guerres qui ont existé, on peut analyser ces sources, disponibles par exemple à l'époque, c'était beaucoup sur Twitter, pour mener des enquêtes sur les droits humains, sur les violences policières, sur les crimes écocidaires, etc. etc. Une enquête qui a été un peu phare et qui permet vraiment de comprendre ce que permet l'OSINT, c'est autour du crash de l'avion du MH17. Donc le MH17 s'est crashé le 17 juillet 2014. C'est un avion qui partait de Malaisie pour aller aux Pays-Bas et il explose au-dessus de l'Ukraine. À l'époque, tout le monde se dit bon, c'est quand même la Russie, on le sait, mais on ne peut pas le dire. Donc tous les journalistes ne disent pas que c'est la Russie, mais montrent qu'il y a quand même de fortes suspicions pour que ce soit la Russie. Bellingcat, qui est un petit organe de presse à l'époque, qui travaille... Elliot Higgins, qui dirige Bellingcat, est un père de famille. Il le raconte lui-même. Il dit voilà, je m'ennuie, je suis un jeune père de famille, je suis chez moi, je sais pas quoi faire. Et donc, il se prend de passion pour la recherche d'informations en ligne. Et avec un collectif de personnes qu'il n'a jamais rencontrées à travers le monde, ils vont réussir à prouver donc, que c'est un char russe qui a tiré un missile qui a permis à l'avion d'être abattu. Ils vont réussir à trouver d'où le char a tiré et qui était dans le char. Comment ils ont fait ? Ils se sont basés sur un certain nombre d'images satellites accessibles, donc du Google, concrètement du Google Maps. Se sont baladés sur des forums de mères de soldats russes qui racontaient genre oui, moi mon fils il est là-bas, moi mon fils il est en mission là-bas, etc., etc. Donc ils ont réussi à identifier la division qui a lancé le missile. Il y a même, c'est assez flagrant, ils voient le char avancer. Il y a un char avec 4 missiles, puis le char tout d'un coup il a plus que 3 missiles. Donc ils ont sont douté que, vu le point de tir, ça devait être ce char-là qui a abattu l'avion. Donc,
l'OSINT, peut-être que vous en entendez davantage parler parce que dans le milieu de l'art, ça a fait une entrée un peu fracassante avec le collectif Forensic Architecture qui avait été nommé pour le Turner Prize en 2018, qui mélange à la fois l'architecture, donc les modélisations 3D, la recherche en sources ouvertes, pour élucider des crimes contre l'humanité, des crimes contre l'environnement, des crimes de guerre. Donc là, c'est une vision d'une scène en Palestine, enfin dans la bande de Gaza, et qui sont un peu présents partout. On ne peut pas passer dans l'art contemporain sans voir des installations de forensic architecture d'un lieu ou d'un autre. Mais sinon, vous en avez aussi peut-être entendu parler, parce que à partir de 2022, l'OSINT est vraiment devenu une sorte de référence du journalisme avec l'invasion de la Russie, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, où on a pu voir des journalistes qui documentaient en temps réel l'avancée des chars à partir de vidéos TikTok. Et donc on a vraiment vu l'OSINT, qui était quelque chose d'assez confidentiel à l'époque, être exposé au grand public et démocratisé à la fois dans ces techniques d'investigation, mais aussi dans les formes visuelles qui vont être empruntées par ces enquêtes. C'est d'ailleurs sur cette question des formes visuelles que moi j'aimerais revenir. Donc je fais partie d'une association qui s'appelle Open Facto. Open Facto est une association de chercheurs en sources ouvertes, d'investigateurs. Donc on travaille principalement avec des journalistes du Monde, de Mediapart, des gens qui travaillent avec la BBC, des gens qui sont aussi à France Télé. On essaye de réfléchir à ce que l'investigation en sources ouvertes peut faire. Et dans ce cas-là, on avait créé un festival qui existe encore. La première édition était en 2023, la deuxième en 2024, où justement l'idée c'était d'enquêter sur comment on enquête à distance en temps de guerre, quand les terrains sont inaccessibles. L'Ukraine était inaccessible pendant un petit bout de temps. Aujourd'hui, la bande de Gaza est totalement inaccessible, elle est sous embargo. Comment les journalistes ont continué à pouvoir enquêter alors qu'à l'époque il n'y avait qu'une seule rédaction qui était présente, qui était Al Jazeera. Comment on a quand même pu faire un certain nombre d'enquêtes sur lesquelles je vais revenir. Donc ce que j'avais commencé à étudier, c'est que j'avais l'impression que ces enquêtes en sources ouvertes avaient toujours plus ou moins une certaine forme esthétique qui revenait toujours, que j'avais proposé d'appeler une grammaire visuelle de la véridiction. Donc la véridiction chez Foucault, il y était beaucoup question de Foucault aujourd'hui, c'est quelque chose qui est différent de la vérité. La véridiction, c'est vérité et diction, donc c'est le fait de dire la vérité. Mais c'est pas le fait de dire concrètement la vérité, c'est de dire qu'on est en train de dire la vérité. Donc c'est porter un discours de vérité. Et en fait, cette véridiction, elle est très différente. La vérité d'un jugement de droit est différent d'une vérité médiatique, est différent d'une vérité personnelle, est différent d'une vérité scientifique. On vit dans un ensemble de régimes de vérité différents. Et en fait, ce qui, moi, m'intéressait, c'était de voir que aujourd'hui, les formes visuelles pouvaient elles-mêmes emprunter l'idée de pouvoir porter un discours de vérité. Pour vous donner une sorte d'exemple, une enquête OSINT en vidéo, elle vous emmène d'un point A à un point B, mais comme par fatalité. On va avancer petit pas à petit pas et on va arriver à une sorte de démonstration scientifique, mais que cette démonstration scientifique, elle se fait par des formes visuelles. Donc, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, avec Bérénice, on s'est dit, Bérénice est designeuse, elle est professeure à l'école d'art et de design de Bâle. On s'est dit, il faut qu'on travaille ensemble parce que justement, tu as un langage, une connaissance du langage visuel qui est très intéressante. Et donc, on a organisé un workshop qui s'est tenu à Bâle le mois dernier, qui s'appelait Visual Grammar of Design Truth in OSINT. Et l'idée, c'était de réunir à la fois des chercheurs en sciences de l'information et de la communication, donc des gens comme moi, des designers, des journalistes. Donc on a principalement, lors de l'événement, travaillé avec des journalistes du NZZ, qui est le plus grand journal suisse en langue allemande, avec des gens du monde. On a aussi fait venir des artistes, des cinéastes, des motion designers. Et l'idée, c'était de se dire comment tous ces gens qui n'ont pas forcément un langage commun, des références communes, peuvent échanger sur ces formes visuelles qui prétendent dire la vérité. Donc, la présentation que je vais faire assez rapidement, donc moi je vais m'occuper des deux premiers points et je laisserai ensuite Bérénice qui a enregistré une vidéo où vous parlez des deux derniers. Donc la première, ce sera sur l'OSINT et la grammaire visuelle de la véridiction et je me consacrerai sur le cas du massacre de Boutcha. Et ensuite, je parlerai de l'explosion de l'hôpital Al-Ali, qui est une séquence médiatique assez intéressante dans la dispute et la controverse autour de la grammaire visuelle de la véridiction.
Ensuite, Bérénice énumérera les différentes formes qu'on analyse et qu'est-ce qu'on peut en dire. Et ensuite, elle parlera d'une ouverture à la communauté artistique. Juste comme trigger warning, là, j'ai montré certaines vidéos qui sont soit des vidéos complotistes, et il y a des vidéos où il y aura des cadavres. Enfin, ils ne seront pas en gros plan, mais voilà, je le rappellerai, mais il y a des vidéos pas faciles à regarder. Je passe sur le massacre de Boutcha. Donc, ça, c'est vraiment ce moment-là où moi, j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose d'assez sombre autour de l'OSINT et que ça pouvait faire l'objet d'une récupération. C'était le cas donc du massacre de Boutcha. Qu'est-ce que le massacre de Boutcha? Pour ceux et celles qui n'ont pas suivi forcément la guerre, on est le 1er avril 2022, donc on est peu de temps après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et le Boutcha est une ville qui était sous occupation russe pendant 1 mois et demi. Elle est libérée et les médias occidentaux découvrent un peu avec effroi que les rues, et principalement l'avenue Yablunska de Boutcha, sont jonchées de cadavres. Il y a vraiment un massacre qui a été opéré dans cette ville. Et c'est vraiment le premier gros massacre de la guerre. Et on commence à faire des enquêtes autour de ça. Très peu de temps après, parce que je me balade sur des sombres canaux Telegram pro-russes, on voit des vidéos qui commencent à sortir en essayant de faire des enquêtes aux INT pour prouver qu'en fait, ce n'est pas un massacre perpétré par les Russes, mais que c'est une mise en scène ukrainienne pour attirer la sympathie mondiale, parce que le but, c'est de faire en sorte que les Américains donnent de l'argent. Il y a vraiment un discours comme ça qui est fait. Le New York Times voit cette campagne de désinformation pointer son nez et décide de faire une première enquête. Ils en feront 3 en tout, mais ils font une première enquête. Et à partir de là, il va y avoir d'autres vidéos complotistes qui vont être faites pour montrer, en réutilisant les mêmes vidéos qui ont été employées par le New York Times, pour montrer qu'en fait, le New York Times ne voit pas des bonnes choses dans les images, et que dans ce que montrent les images, c'est que justement c'est une mise en scène. Mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'à la fois les groupes complotistes et le New York Times utilisent vraiment cette même grammaire visuelle que donc de la véridiction, qui pour moi fonctionne entre autres sur un passage entre la dénotation et la connotation. La dénotation, c'est concrètement dans une image, qu'est-ce que je vois? Par exemple, là, dans ces images, je vois peut-être des pixels un peu plus sombres. La connotation, ça va être de dire que ce pixel un peu plus sombre, en fait, c'est un cadavre. Body, blue van, etc. etc. Moi, je lis beaucoup le New York Times, j'aime beaucoup le New York Times, et je ne peux pas m'empêcher, quand je regarde leurs vidéos, de me dire, mais je ne vois pas les corps, je ne vois pas le van bleu. On a beau me le dire, mais je ne le vois pas. Et donc, en fait, il y a une sorte de saut logique entre cette dénotation et cette connotation qui, dans les vidéos du New York Times, est acceptée comme une vérité absolue qu'on ne peut pas remettre en question. Puis la vidéo est très linéaire, donc on avance, on ne peut pas s'arrêter sur est-ce que c'est vraiment un cadavre, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les complotistes vont réutiliser ces mêmes vidéos et en fait vont vous dire mais vous non plus, en fait, vous ne voyez pas ça, donc pourquoi vous laissez avoir? On doit vous cacher quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que le discours complotiste se base toujours sur le doute. Un complotiste doutera toujours beaucoup plus que vous et vous montrera qu'il faut davantage douter. Et on est forcément d'accord, parce que le doute, au moins depuis Descartes, c'est quelque chose qui fait partie du fait de savoir en Occident. Et non seulement ils vont utiliser ce doute, mais ils vont réutiliser en plus cette grammaire visuelle de la véridiction qui est très efficace, et ce qui va donner un cocktail encore plus explosif qui va pouvoir être davantage convaincant que les vidéos du New York Times. Surtout qu'il y a vraiment une critique des médiations qui est importante à faire dans le journalisme, dans les enquêtes au site, qui est endossée par le discours complotiste. D'habitude, je montre un ensemble de vidéos où il y a vous les trouverez sur la plateforme Odyssée, qui est un peu le YouTube des complotistes. Si vous voulez savoir la vérité alternative de quelque chose, vous allez sur Odyssée, vous le tapez dans la barre de recherche et vous verrez toutes les versions alternatives qui emploient eux-mêmes une sorte de critique des médiations. Ils vont vous dire, mais on vous dit que les images montrent quelque chose, mais on sait bien que les images ne montrent jamais rien, qu'elles sont des constructions. Les images satellites, on vous dit qu'elles sont neutres, mais en fait, elles ne sont pas neutres. Et donc, ce sont les complotistes qui défendent un discours techno, pas forcément technocritique, mais
à essayer de trouver les ambiguïtés et les biais de la technique que le New York Times n'endosse pas. Et par exemple, moi je trouve que cette image, elle est assez flagrante à étudier dans sa complexité. Si on regarde bien, en fond, on a une image satellite. Une image satellite, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'images composites qui sont toutes mises ensemble. On a l'impression que c'est une sorte d'image unique, mais en fait, c'est des milliers d'images qui sont cousues ensemble. Mais on n'en a pas cette impression. Donc déjà, en fond, on a une image composite. Ensuite, on va vous mettre dans cette image composite une sorte de petite forme, un petit carré blanc, en vous disant il faut que vous regardiez là. Et en même temps, on va orienter votre regard sur ces photos qui viennent de sites de réseaux sociaux avec les différents personnages. On va en plus vous mettre par-dessus une sorte de document qu'on aurait trouvé là-bas. Et ensuite, on va vous traduire le document en alphabet latin, parce que derrière, c'est du cyrillique. Et en plus, on va vous mettre une petite décoration avec un téléphone. Donc on est face à une image qui est sémiotiquement hyper complexe, hyper construite, et on l'a fait accepter comme quelque chose de totalement naturel, de totalement normal. Et donc, encore une fois, moi, je ne remets pas en question la version du New York Times, mais c'est dans l'idée de comment on peut étudier le design de ces enquêtes pour voir comment ils donnent le bâton pour se faire battre, pour être ensuite retourné par des vidéos complotistes. Donc, une fois qu'on voit cette grammaire visuelle, je voulais vous montrer une vidéo qui, elle, vient donc de ces sombres canaux Telegram, qui réutilisent exactement la même esthétique des enquêtes aux INT, mais pour montrer que justement cette guerre, cette Boutcha est juste une mise en scène ukrainienne. Donc c'est dans cette vidéo-là où à un moment on voit un peu des cadavres, etc. Дорогі друзі, шановна Бучанська громада, 31 березня віде в історію нашого населеного пункту всієї територіальної громади як день звільнення від російських орків, від російських окупантів нашими Збройними силами України, наших населених пунктів. Juste, on voit qu'il récupère des contenus générés par les utilisateurs. Il était par exemple sur Facebook, pour montrer que le 1er avril, le maire était hyper content, faisant semblant de ne pas se rendre compte que c'est pas parce qu'une vidéo a été filmée postée le 1er avril qu'elle a été filmée le 1er avril. Là, il est dans les rues abandonnées. Et puis après, il va se dire, on avance de plusieurs jours avant, et après les cadavres apparaissent une fois que les Russes ont quitté la ville. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment exactement la même esthétique que toutes les enquêtes aux INT qu'on peut étudier. Сегодня 2 апреля 2022 года, и вот первая колонна с украинским флагом идет по городу Буча. Особенный знаковый день. Спецназ, полиция. Сегодня все силовые структуры Украины зачищают город, проверяют, но Буча под украинским контролем. Слава Украине! Les cadavres auraient commencé à apparaître. Bon, après, je vais pas tout vous mettre. Je reste sur Boucha, mais juste pour pas rester sur la vidéo d'un cadavre tiré. Donc, on va déjà voir ces premières vidéos. Et donc, à ce moment-là, on peut se dire, il y a aucun problème, parce que d'un côté, vous avez l'autorité énonciative du New York Times et des sombres chaînes Telegram. La question est vite répondue d'une certaine manière. On sait à qui, entre guillemets, on peut faire confiance et à qui on ne peut pas faire confiance. Et quand moi j'écrivais sur Boucha, je me suis dit, mais imagine un moment où ça va arriver, ce ne sera pas seulement des complotistes pro-russes patentés et le New York Times, ça va être peut-être des rédactions elles-mêmes qui vont entrer en conflit en utilisant ces coquilles vides que serait la grammaire visuelle de la véridiction. Malheureusement, mon vœu a été exaucé avec l'explosion de l'hôpital Al-Ali.
Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette explosion. Ça se passe le 17 octobre 2023. Donc les attentats du Hamas contre Israël ont lieu le 7 octobre 2023. Le 17 octobre, il y a un hôpital qui explose. Cet hôpital va être quelque chose qui va cristalliser énormément de choses parce que ça aurait été le premier hôpital bombardé par Israël. Et là, à ce moment-là, dans la tête des journalistes qui doivent chercher des news, directement, il y a quelque chose d'assez logique qui se passe. C'est de se dire, il y a un hôpital qui explose à Gaza alors qu'on est en conflit Israël-Hamas à ce moment-là. Il y a de fortes chances, même c'est une évidence, que l'explosion soit de la part du gouvernement et de l'armée israélienne, de Tsahal. Et donc on va commencer à titrer directement. Le New York Times, Le Monde, la BBC, Channel 4, tout le monde va titrer un hôpital a été détruit à Gaza sous les feux israéliens, il y a 434 morts, etc., etc. Ce qui est problématique là-dedans, c'est qu'en fait, dans ce journalisme-là, ils ont repris directement le communiqué de presse du Hamas. Donc sur le nombre de morts, etc., il n'y a pas eu d'interrogation, il y a eu l'idée de vouloir titrer directement en récupérant ces mots-là. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'hôpital qui ont explosé dans la bande de Gaza, je ne suis pas en train de dire que c'est pas... Enfin, juste c'est sur ce cas-là qui est intéressant à étudier. C'est de voir comment il y a eu un emballement médiatique et il y a eu une vraie controverse autour de l'OSINT. Directement après, donc l'hôpital explose le 17. Le 17 au soir, tout le monde commence à titrer. Vous pouvez utiliser la Wayback Machine qu'avait montré tout à l'heure Jean-Paul. Vous voyez les titres du New York Times, du Monde, etc. Tout est titré sans aucune remise en question du communiqué de presse du Hamas qui a accepté comme une vérité. L'AFP fait pareil, etc. Ce qui va remettre en cause les choses et qui va ajouter une couche de complexité, c'est l'intervention donc de Daniel Hagari, qui est le porte-parole du Tsahal, qui le 18 octobre va mettre en place une conférence de presse. Il va y avoir aussi une vidéo qui sera publiée en ligne par le ministère de la Défense israélien sur le ministère de la Défense israélienne, enfin le ministère israélien de la Défense, qui va être vraiment une vidéo OSINT, mais réalisée avec énormément de savoir-faire technique, ce qui est assez intéressant. Je vais juste vous montrer un peu la conférence qu'il fait. Les paroles sont pas très intéressantes. Il explique en gros que c'est pas eux qui ont tiré, parce que si c'est eux qui ont tiré, l'hôpital serait détruit, parce qu'en gros ils ont des plus gros missiles. Mais vraiment on en est à ce niveau-là. Hein. Ils analysent le trou du cratère en disant mais nous on en a des plus gros. Et en gros ils montrent que c'est juste un petit feu qu'il y a eu dans l'hôpital. Et leur version à eux, c'est de se dire que c'est un missile défaillant du djihad islamique qui aurait voulu viser Israël et qui aurait été défaillant et qui serait tombé dans l'hôpital. Donc ils font une enquête OSINT avec des cartes, avec cette grammaire visuelle, donc justement on va encercler pour expliquer un peu ce que sont les choses, etc. Et voilà. Moi, à ce moment-là, quand je vois cette vidéo, je ne peux pas m'empêcher de penser à autre chose qui est... peut-être que tout le monde n'aura pas la référence à cause de la jeunesse, qui est Colin Powell, qui en 2003 est devant le Conseil de l'ONU pour demander une intervention militaire des États-Unis en Irak, sous le fait qu'il y aurait de l'anthrax. Donc la scène où il a sa petite truc d'anthrax est assez connue, mais ce qui est moins connu, c'est qu'il y a aussi une carte qui va montrer... Là, il y a Dominique de Villepin. On n'est pas à la même date. Ça, on est le 5 février 2003 et là, on est le 13, pardon. Donc, il y a vraiment des longs débats sur cette invasion, mais il y a aussi cette carte qui va intervenir pour montrer qu'en fait, si on regarde la carte satellite, il y a vraiment des bases militaires qui vont permettre de mettre en place des armes chimiques. Donc, je ne peux pas m'empêcher de voir ça. Quand je vois Tsahal faire ça, je me dis, mais on est dans quelque chose qui est totalement monté de toutes pièces. On sait qu'on ne peut pas faire confiance au ministère de la Défense israélien parce que justement, ils ont montré dans le passé qu'ils ont fait beaucoup de campagnes de désinformation. Et en même temps, il y a une autre voix en moi qui me dit, ce qu'ils viennent de faire là, ça s'appelle une déclassification. Quand on fait de l'OSINT,
les sources sont ouvertes, mais le résultat de ces ressources s'appelle de l'information, s'appelle du renseignement, c'est classé secret défense. Donc s'ils font une conférence de presse pour donner ces résultats du renseignement, ça s'appelle une déclassification, ce qui n'est pas anodin, ce qui ne se fait pas tout le temps. Pourquoi ils le font ? À partir de là, un certain nombre d'enquêtes vont être menées, les médias vont pédaler en arrière. Là, c'est la BBC qui écrit ça en disant « Bon, finalement, c'était peut-être pas si clair que ce qu'on a dit quand on a reporté le communiqué de presse du Hamas. Peut-être qu'il y avait d'autres choses qu'on n'a pas vues. » Donc, la BBC, Le Monde, le New York Times, le Washington Post, le Financial Times vont faire des enquêtes pour dire, en fait, on ne peut pas dire que c'est un missile israélien, mais on ne peut pas dire non plus que c'est un missile du djihad islamique. On est dans une indicibilité. Une bonne partie des analyses, et ce qui montre aussi ce qui est problématique, c'est qu'à l'époque, le seul média qui est en place, c'est Al Jazeera, parce que c'est le seul qui a une couverture, et toute l'analyse va se baser sur quelques footage d'Al Jazeera. Bérénice, quand je vais vous montrer sa partie, va revenir dessus. Donc, tout le monde un peu pédale en arrière et se dit que c'est pas si clair, et on va avoir vraiment une zone d'opposition. Donc, il y a ceux qui vont dire c'est indécidable, il y a ceux qui vont dire concrètement c'est un missile du djihad islamique qui a été défaillant. C'est dommage, mais c'est ça. Et d'ailleurs, c'est un peu bizarre parce que le Hamas dit avoir le missile, mais refuse de le donner. Le nombre de victimes dans un parking est astronomiquement élevé. Donc ça, c'est les arguments qui vont être défendus. Et ensuite, il y a Forensic Architecture qui va dire, et Al Jazeera qui vont dire non, c'est un missile israélien, on va vous montrer, on va faire des analyses au SINT. Sur le cas de Forensic Architecture, c'est assez intéressant parce que ça fait 15 ans qu'ils travaillent sur les territoires palestiniens. Et donc de ça, on peut découler deux hypothèses. En 15 ans, ils ont développé une expertise assez forte pour pouvoir voir des choses que les autres ne voient pas. Ou au contraire, en 15 ans, ça leur a fait développer un certain biais politique sur l'analyse de la situation. Mais ce qui se passe vraiment avec Al-Ali, c'est qu'on a une controverse médiatique entre différentes enquêtes aux INT qui s'affrontent à travers une certaine grammaire visuelle de la véridiction. Et donc, cette grammaire visuelle de la véridiction, elle s'incarne par des formes visuelles. Et donc là, je vais laisser Bérénice en parler depuis le passé. Est-ce qu'on peut juste faire un test pour le son, si c'est suffisant pour vous ou pas ? Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci Alan pour cette mise en contexte et puis merci aux organisateurs et organisatrices de cette journée d'études pour l'invitation. Merci tout spécial à Marion et à Maxime. Alors ce qui nous intéresse dans la controverse médiatique autour de la responsabilité de l'explosion de l'hôpital Al-Ali, c'est que les différents camps, y compris ceux qui plaident l'impossibilité d'établir une responsabilité, utilisent des codes visuels similaires, les mêmes sources, les mêmes images. Alors l'idée de la récupération esthétique, c'est pas nouveau. On pense notamment à l'opération Doppelganger qui a montré comment des campagnes de désinformation imitent l'apparence des sites d'information, comme Le Monde ou 20 minutes pour tromper. Mais là où dans ces campagnes de désinformation, il s'agissait de créer des doubles afin de se parer de l'autorité d'un média établi, ce qu'on analyse ici est totalement différent. Il ne s'agit pas de copier l'identité visuelle d'un média reconnu, mais plutôt de construire l'autorité d'une démonstration visuelle. C'est un phénomène nouveau qui ne va pas simplement reposer sur une divergence d'opinion, mais sur une controverse qui se veut scientifique, vérifiable, et même en termes OSINT, reproductible. Pour illustrer l'importance des formes visuelles dans ces discours, on a analysé les types d'images et les mises en forme utilisées pour donner une structure visuelle finalement à des interprétations opposées de l'événement. Donc après l'analyse de 8 vidéos couvrant cette destruction de l'hôpital Al-Ali, on a pu identifier différents régimes d'images et on a pu aussi essayer de construire en fait avec ça, notamment problématiser en fait ces usages. Donc parmi ces régimes d'images, on retrouve des vidéos de basse qualité prises au smartphone. Parfois ces vidéos sont déjà éditées
ou floutées. On retrouve des captures d'écran, notamment de tweets, des images de reportages télévisuels, des images officielles de conférences de presse, des images d'entretien, des images aussi, enfin des séquences issues de banques d'images, des représentations graphiques, de la photographie de presse ou encore des cartes et des vues satellitaires. Donc la première chose à souligner, c'est que ces différents types d'images, qu'on va appeler sources, ce ne sont pas de simples supports neutres. Ces images, sur ces images viennent s'ajouter des éléments graphiques, de la musique ou encore des effets de montage qui relèvent d'une grammaire visuelle spécifique. Pourtant, avant même ces interventions, chaque source possède déjà ses propres propriétés esthétiques intrinsèques qui influencent la manière dont on va percevoir ou interpréter le matériel. Donc, certaines de ces sources, selon moi, peuvent être considérées même comme des médias à part entière, parce que le simple geste de prise de vue ou de capture constitue déjà une forme d'édition du réel. C'est un phénomène que j'avais pu analyser dans de précédents travaux sur les systèmes participatifs d'actualisation des outils cartographiques de Google, où chaque contribution donc à la plateforme Street View, bien que apparemment brute, s'inscrit dans une logique de mise en forme et de cadrage de l'information. Alors Marion avait participé à ce projet qui s'appelle Résidence et je suis certaine qu'elle pourra répondre à vos questions sur ce premier point. Moi j'ai en tête un exemple qui est particulièrement parlant et qui détache en fait l'image de son indexualité au sujet représenté dans la plateforme Street View. C'est la contribution de Raphaël Fabre qui a modifié donc directement sur la plateforme plusieurs images afin de faire disparaître la statue de la liberté de son socle. Et ces images sont donc disponibles en ligne sur le service de cartographie. Donc, ces supports qui sont proposés aux spectateurs comme toile de fond finalement du récit, elles méritent vraiment une attention particulière. Et puisqu'on vient d'évoquer le rôle de la cartographie, voilà, je vais brièvement vous parler de deux types de cartes que l'on retrouve dans les vidéos qu'on a analysées. Alors, on a une vue satellitaire qui provient de Google Earth et une carte accessible via la plateforme Microsoft Earthstar Geographics et qui date de 2020. Et cette carte a été diffusée dans l'enquête du Wall Street Journal. Donc ça soulève une question essentielle. Enfin, en tout cas, quand on voit ce genre de document, on devrait se poser cette question. Quel type d'informations peut-on réellement extraire de ces supports et sont-ils véritablement adaptés à une analyse des événements comme donc ce cas d'étude que nous analysons aujourd'hui. Et ce point il devient particulièrement problématique lorsqu'on contextualise parce qu'on sait que la cartographie du territoire israélo-palestinien il subit en fait de fréquentes modifications et que le bombardement de l'hôpital a eu lieu par exemple dans ce cas-là 4 ans après la dernière actualisation de l'image diffusée donc qui est datée de 2020. Donc voilà, ça c'est un peu pour poser le cadre. J'aurai pas le temps de détailler l'ensemble des formes visuelles employées, mais je vais essayer d'en présenter quelques-unes afin d'illustrer leur impact et de souligner brièvement ce qu'elles peuvent véhiculer ou les problèmes, comme ici, voilà, que ça pose. Alors les vues satellitaires sont aussi très intéressantes car elles opèrent une synthèse entre deux régimes de vérité préexistants qui, en se combinant, en fait, se renforcent mutuellement. Donc, d'un côté, il y a la carte qui est perçue comme un outil supposément objectif de représentation du territoire, et de l'autre, la preuve par l'image qui suggère une capture fidèle du réel. Ensuite, on trouve les ajouts graphiques, comme ces cercles de différentes couleurs qui encadrent un détail dans l'image et qui fonctionnent finalement comme un cadre dans le cadre, soulignant certaines saillances et guidant activement l'interprétation. En attirant l'attention sur des éléments spécifiques, ces éléments graphiques ils vont orienter le regard et façonner la manière dont l'image est perçue. Et comme le dirait sûrement Alan en s'appuyant sur les termes de Charles Godwin, ces interventions elles relèvent d'une vision professionnelle mobilisant des techniques de mise en lumière propres aux expertises visuelles pour structurer le discours et en fait renforcer l'autorité de l'analyse. On passe maintenant à un tout autre régime d'images, les captations ou les images thermiques. Donc ce type de représentation,
le type de questions que ça soulève ou que ça devrait voilà, éveiller touche aux conditions de sa production et de son statut en tant que preuve visuelle. Là, moi, quand je vois ça, je peux pas dire s'il s'agit d'images thermiques capturées directement lors de l'événement, avec des caméras spécifiques, ou bien si elles ont été générées à partir de documents disponibles en ligne, c'est-à-dire en post-production. Et ces interrogations, en fait, elles rappellent que toute image, même si on peut la percevoir comme scientifique ou objective, est façonnée finalement par des choix techniques et narratifs qui vont influencer l'interprétation. Un autre schème visuel que l'on retrouve presque systématiquement dans les enquêtes en source ouverte, c'est la mosaïque d'images. Donc, en juxtaposant de nombreuses images sur un même écran, les journalistes ils vont mettre en scène non seulement l'ampleur des données qu'ils ont dû analyser, mais aussi la manière dont ces informations ont été croisées. Et donc cette accumulation, ça crée ce qu'on appelle un complexe iconique particulier qui matérialise le processus d'enquête à l'écran. Cette mosaïque, elle répond souvent aussi à un besoin précis qui est celui de synchroniser différents points de vue sur une même scène. Et une autre modalité d'ailleurs de cette approche, c'est l'utilisation du split screen qui permet de comparer visuellement deux sources. On l'a vu en fait dans la vidéo Al Jazeera Bird's Eye. Cette synchronisation, faire attention parce que parfois elle peut être très artificielle. Encore deux autres entrées dans ce catalogue des formes visuelles utilisées dans les restitutions d'enquête. Donc, lorsqu'un témoignage ne peut être filmé, que ce soit pour préserver l'anonymat ou parce qu'il est impossible en fait de rencontrer la personne, le témoignage audio est souvent représenté graphiquement. C'est le cas ici avec un témoignage audio dont la présence à l'écran est matérialisée par cette traduction visuelle, on va dire en ondes sonores. Et en arrière-plan, on peut noter une image familière, celle de l'hôpital en feu, qui est filmée par un voisin et qui est diffusée quelques secondes plus tôt dans la vidéo de Channel 4. Donc ce télescopage des sources, il va créer une impression de continuité et de proximité avec l'événement, tout en établissant un lien complètement artificiel entre deux témoins distincts. D'un côté, la personne qui décrit la scène oralement, et puis de l'autre, un autre témoin qui l'a capturé en image. Mais on ne peut pas dire que ces deux personnes, objectivement, soient liées. Dans cette grammaire visuelle, il y a un élément sur lequel on a particulièrement envie de travailler avec Alan, qui est la sursollicitation des modèles 3D, et qui est un procédé qui est particulièrement utilisé par le collectif Forensic Architecture, qui vient du domaine de l'architecture. Et donc ces images, elles rejouent l'idée d'un réel reconstruit, mais elles interrogent rarement en fait leur propre statut de représentation du monde, plutôt que de simple présentation objective. Donc les niveaux de détail varient d'une modélisation à l'autre. Souvent ces représentations sont épurées à l'extrême, comme vous pouvez le voir là à droite. En fait, elles sont dépourvues de tout élément de contexte et elles prennent la forme de maquettes en blanc, enfin de maquettes blanches. Ou à l'inverse, avec l'utilisation de la photogrammétrie, elles peuvent intégrer une dimension photographique qui se rapproche davantage du prélèvement que de la reconstruction, forçant l'illusion d'une capture directe du réel tout en restant finalement une interprétation construite. Donc les éléments qu'on a évoqués jusqu'ici devraient sembler familiers, je dirais, aux artistes et aux designers, le rapport entre le texte et l'image, la composition de plusieurs visuels dans un même espace, ou encore la question complexe des cartes et de leur rapport au monde. Ça, c'est des choses qu'on connaît. Donc, à mon avis, ça va pas être très surprenant pour vous que je poursuive avec un dernier point qui me semble essentiel pour la réception médiatique, que sont les différentes stratégies narratives qui se manifestent à travers le montage. Donc au-delà du choix des images, c'est l'assemblage de ces éléments, leur enchaînement, leur juxtaposition, leur synchronisation qui va façonner le récit et influencer la manière dont les spectateurs interprètent les faits. Donc je vais vous présenter trois stratégies différentes. La première, c'est donc en analysant la vidéo d'Al Jazeera Bird's Eye.
Le choix du format dans cette vidéo joue un rôle clé dans la mise en scène de l'enquête. Les sources sont présentées au plus proche de leur format d'origine, sans recadrage, préservant ainsi l'aspect brut, on va dire, des documents, comme les tweets affichés tels quels à l'écran ou le format du smartphone qui est maintenu. Et tout ça, ça va renforcer l'authenticité ou l'immédiateté des images utilisées. Un autre élément marquant dans cette vidéo est la présence récurrente du live stream, en fait, de la caméra d'Al Jazeera, qui apparaît 6 fois au cours de la vidéo, sachant que la vidéo ne dure que 3 minutes et 25 secondes. Donc ces répétitions, étrangement, elles sont encadrées par des vidéos issues de banques d'images qui représentent une personne travaillant sur un ordinateur. Et à mon avis, ce choix visuel, il va servir à ancrer l'analyse dans une démarche professionnelle, suggérant qu'un travail méthodique ou rigoureux a été mené par l'équipe d'analyse et de production. Dans son traitement de l'enquête, Channel 4 va aussi mettre en avant ce live stream d'Al Jazeera à 2 reprises, mais en l'insérant dans une structure narrative un peu différente qui associe images et témoignages. Donc la première occurrence du live stream accompagne un témoignage audio où la parole est mise en avant avec un support visuel graphique, tandis que la seconde fois qu'on perçoit ce live stream, il va être suivi d'un témoignage filmé, ancrant davantage le récit dans une présence incarnée. Dans la vidéo de Sky News, c'est très différent, c'est la carte qui va structurer et qui va guider l'ensemble de la narration. Et celle-ci, elle va se décliner sous différentes formes qui évoluent au fil du récit pour accompagner l'analyse. D'abord, on a une version très simplifiée qui permet d'identifier les frontières. Ensuite, on a une vue satellitaire qui est beaucoup plus détaillée, qui va être enrichie d'éléments graphiques pour situer les caméras et identifier certains bâtiments qui sont visibles sur la skyline de Gaza. Et le live stream donc d'Al Jazeera, il est également intégré à cette démonstration, bien que de manière beaucoup plus ponctuelle, et il va être seulement utilisé une seule fois. Donc c'est pas un élément central du montage, et il va servir à soutenir en fait cette narrative par la carte. Donc on voit bien en fait que dans le montage, les choix de traitement des sources, la mise en avant ou non de documents, de récits incarnés et autres, les designers et journalistes qui produisent ces résultats d'enquête, ils performent des gestes d'édition qui sont là pour faire voir plutôt que constater. Dans un livre paru en 2017 qui porte sur le graphisme d'information, Thomas Heumann, il est journaliste et géographe de formation, souligne que de plus en plus le travail de graphisme d'information se mêle à celui de l'édition ou de l'éditeur. Et cette observation, elle est également confirmée par les professionnels eux-mêmes. Les designers en charge de la production de ces démonstrations visuelles, ainsi que les journalistes travaillant dans ces cellules d'enquête visuelle, témoignent aussi de cette évolution où le visuel devient un outil central dans la construction du récit et de l'argumentation. Alors, il est important quand même de souligner que les designers et journalistes spécialisés en enquête au CINT, ils évoluent dans des conditions de travail particulières, déjà souvent marquées par l'urgence. On comprend qu'avec l'actualité, ils disposent généralement de très peu de temps pour produire et publier leurs enquêtes, ce qui va influencer directement leurs choix méthodologiques et visuels. De plus, de nombreuses rédactions vont faire appel à des designers et des motion designers qui sont en freelance et qui vont travailler pour différents médias. Donc cette externalisation, elle va contribuer à une certaine fluidité des compétences, mais aussi, de manière plus négative, à une standardisation des pratiques entre les différentes plateformes et publications. Et les professionnels eux-mêmes réutilisent des codes graphiques éprouvés, ceux qui marchent, comme ils nous ont parfois dit. Et ces références peuvent provenir de forensic architecture, notamment à travers la modélisation 3D, ou encore des tutoriels qui sont partagés au sein de la communauté. Donc là, vous avez un exemple, c'est la chaîne YouTube d'Antoine Schirer, qui explique par exemple comment produire une timeline avec After Effects. Et donc ça illustre bien cette volonté de partager les outils, mais aussi cette dynamique d'apprentissage.
Donc en définitive, tous ces facteurs, la pression temporelle, le recours à des freelances, la circulation des modèles visuels établis, réduisent la possibilité de remise en question des formes et des codes visuels employés dans ces enquêtes. Donc c'était l'un des objectifs de notre projet de recherche avec Alan, de justement ouvrir des espaces de réflexion sur ces pratiques de création graphique. Et dans cette perspective, on a cherché à documenter et à questionner ces méthodes en incluant des témoignages directs de professionnels, comme ici vous retrouvez Antoine à nouveau, qui explique les différentes techniques qu'il emploie, voilà, dans son procédé. Un autre exemple particulièrement éclairant, qui a été apporté par Galdric Fleury et Mathieu Witz de l'agence Focale à Paris, qui est une agence spécialisée dans les enquêtes au SINT destinées aux juges d'instruction. Lors de leur intervention, ils nous ont partagé leur analyse des potentiels et des limites d'une technique d'édition spécifique qui est très utilisée dans ce contexte-là, qui est le frame matching. Donc ils ont étudié plusieurs vidéos aussi produites par des organismes différents et ils ont minutieusement décortiqué cette méthode qui consiste à aligner des images issues de différentes sources pour en extraire des correspondances visuelles et temporelles. Donc toutes ces conférences et ces discussions, vous pouvez les retrouver sur le site web en fait du symposium qu'on a organisé à Bâle avec Alan. Vous avez l'URL ici. À présent, permettez-moi d'ouvrir une dernière réflexion avant de rendre la parole à Alan pour une conclusion plus générale sur notre intervention. On est tous les deux convaincus que pour qu'une véritable critique de ces pratiques émerge, le domaine de l'art doit également s'emparer du sujet. Des artistes comme Franck Lebovici, Clément Lamblay, Julia West ou encore Adam Harvey explorent déjà les outils de l'OSINT, non pas seulement pour les appliquer, mais aussi pour en tester les limites, en révéler des scénarios potentiels, interroger leurs usages tactiques. Par exemple, ce projet, Quelle heure est-il, qui a été mené en 2020 par Franck Lebovici, et il est assez exemplaire. Donc Franck a essayé de dater les scènes qui sont dépeintes dans les tableaux de l'histoire de l'art en utilisant un logiciel qui s'appelle SunCalc, qui est capable d'estimer l'heure d'une prise de vue à partir des ombres présentes sur une image. Donc, grâce à ce logiciel, par exemple, Franck a pu estimer que l'heure de la scène représentée dans l'œuvre de Vermeer était environ 9h25. Mais il a aussi montré avec malice que dans l'œuvre de Manet, selon quelles ombres étaient prises en compte, on pouvait chronodater la scène de manière différente, soit 9h45 selon les ombres qui sont sur les visages des femmes, ou 14h selon l'ombre qui est sur l'ombrelle en fait que tient l'homme à droite du tableau. Donc évidemment, ce sont des démarches qui sont ironiques, mais qui montrent aussi qu'un mauvais usage de ces outils peut amener à générer des informations qui finalement ne sont pas présentes dans les images. Tout en restant dans le domaine de la production artistique, mais en revenant à notre cas d'étude, moi je voudrais évoquer un projet que je suis en train de développer actuellement et qui s'intéresse aux caméras qui diffusent en temps réel l'enregistrement de la skyline de Gaza pour différents organismes de presse. Donc la captation réalisée par la caméra d'Al Jazeera dans l'exemple de l'hôpital Al-Ani et qui est présente dans toutes les enquêtes provenait précisément de cette tour qu'on aperçoit donc sur cette image que j'ai entourée en rouge, qui est la tour Al-Ghefari. Et le 2 novembre 2023 au matin, la tour Al-Ghefari est frappée d'une attaque, suivie une heure plus tard de 4 explosions qui font trembler la tour Agi, qui est située donc à 300 mètres de cette première tour, où se trouve un point de vue fixe qui surveillait l'horizon de la ville. Et il faut savoir donc que les 3 derniers étages de la tour Agi abritent les bureaux de l'AFP, d'où une caméra filme donc en continu et diffuse ces images en direct. Et par un coup de chance, la caméra n'est pas endommagée et enregistre tout. Donc, comme je l'ai évoqué dans l'analyse des images de l'exposition Al-Ali, les flux en temps réel sont des éléments clés car ils permettent la synchronisation avec d'autres images prises au sol par des personnes qui sont témoins de la scène. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les raisons de cette attaque, mais en tout cas, j'aimerais pointer quand même ce geste un peu désespéré de détruire un point de vue fixe
un poste d'observation permanent à l'image d'un gardien dans un panoptique que l'on chercherait à faire taire en abattant sa tour. Je trouve ce geste assez beau. Et donc j'ai voulu laisser une trace à mon tour de cet acte, une trace aussi désespérée que le geste lui-même, parce que même si on n'a plus d'image stream, on continue grâce au smartphone et aux témoignages des personnes sur place à mener des enquêtes et à documenter ce qui s'y passe. Et donc ma démarche a consisté vraiment à essayer de réinscrire cette séquence vidéo dans la tradition de l'image comme preuve, c'est-à-dire une surface touchée par la lumière qui ne peut mentir. Voilà, d'où le titre Shedding Light pour ce projet. Et pour faire ça, j'ai projeté la séquence d'une 30aine de secondes depuis mon téléphone portable à travers un agrandisseur sur du papier photosensible que j'ai ensuite révélé. Et donc l'image analogique qu'on obtient, elle porte à la fois l'empreinte de la matérialité numérique, le quadrillage de pixels, et la profondeur des valeurs de gris des sels d'aluminium. Ce processus qui redonne une matérialité à ces images, il va interroger la manière dont elles s'inscrivent finalement dans l'histoire visuelle des conflits. Et cette image, je l'ai numérisée à nouveau, puis imprimée à grande échelle avec une matière issue elle-même de la destruction, qui est le carbone, par un procédé d'impression qui s'appelle la piezographie. Pour conclure, vous allez sûrement penser que ce geste y relève d'une certaine esthétisation des images de presse ou de la documentation des conflits, mais en fait, en créant cet artefact, c'est aussi ma manière de contribuer aux réflexions nécessaires sur l'utilisation de ces images, à la fois de manière conceptuelle, mais aussi plus bêtement de manière pécuniaire, parce que le projet, c'est de collaborer avec le collectif Forbidden Stories sur ce projet, afin que les ventes de ces images puissent servir de donation à leurs activités et de soutien en fait à leur enquête internationale Projet Gaza, qui a permis jusque-là de documenter comment les forces israéliennes prennent pour cible les journalistes depuis le début de l'offensive à Gaza. Sur ces mots, je repasse la parole à Alan et je vous remercie de votre attention. Oui. Merci Bérénice. Elle est beaucoup plus passionnante en vrai. Là, c'est vraiment, ça devait pas être facile d'enregistrer en parlant à son ordinateur. Juste... non, juste là. Oui. Non, c'est pas ça. Non, c'est un autre PowerPoint, ça. Ah. Non, celui-là, c'est celui que j'ai donné. Techniquement, je devrais pas dire où je l'ai donné. Mais oui, il est là. Donc, tout ça pour analyser les différentes formes visuelles. Mais à la fin, ça pose... Oh, je suis pas doué. Mais où est ma souris ? Elle est là. Donc oui, ça pose un certain nombre de questions sur le fait que l'OSINT devient une intégralité de coquilles vides, de formes visuelles qui sont réutilisées et qui pose selon moi d'autres questions qui sont des questions peut-être un peu plus générales à adresser dans le cadre justement d'une question de la surveillance, qui est ce que j'appelle en ce moment la dark OSINT, c'est-à-dire une OSINT qui ne sert pas forcément les intérêts communs. On a un peu cette vision un peu enchanteresse que l'OSINT, ça va être génial parce que ça va être que tout le monde peut en faire, vous pouvez témoigner des violences policières, vous pouvez témoigner des crimes écocidaires, etc. Mais en fait, l'OSINT est employé par un ensemble d'acteurs. Ça peut être des acteurs économiques. L'intelligence économique est peut-être là où l'OSINT est le plus important aujourd'hui. On estime que c'est un marché de plusieurs milliards de dollars. Parce que justement, vous êtes une entreprise, vous voulez enquêter sur une autre entreprise qui est votre adversaire pour la faire couler. Vous pouvez faire de l'OSINT. On m'a raconté pas mal de cas que je ne dirai pas parce que je suis filmé, mais de barbouzeries OSINT économiques qui sont assez surprenantes. Mais si on va plus loin, c'est aussi quelque chose qu'on peut voir d'un point de vue de la démocratie et de la surveillance. Ce qu'on peut appeler de la surveillance, ça peut être aussi vu comme ce qu'on appelle de la transparence démocratique, même si tout ne se recouvre pas l'un et l'autre. C'est que les sociétés démocratiques ont décidé de mettre en place des procédés de transparence à elles-mêmes.
Encore une fois, la demande CADA, le fait de pouvoir accéder à pas mal de documents, de pouvoir contrôler le pouvoir, qui sont à la base de ce qu'on va faire de l'OSINT, c'est aussi de la surveillance. Après, tous les types de surveillance ne se recouvrent pas, la surveillance n'est pas de la surveillance, etc. Mais il serait intéressant d'étudier ça, parce que ça met aussi une asymétrie qui ne se voit pas simplement à l'échelle nationale, mais dans un contexte géopolitique, avec ce qu'on appelle des acteurs violents non étatiques, donc concrètement des groupes terroristes. On peut penser à Boko Haram. Il y a eu des enquêtes sur l'utilisation de l'OSINT par Boko Haram, qui lui-même étant un groupe opaque, il y a une sorte d'asymétrie qui se met en place quand il y a des opérations qui peuvent être menées contre des sociétés démocratiques. Donc c'est peut-être quelque chose à adresser pour la table ronde pour la suite, cette ambivalence et cette asymétrie de la surveillance et de la transparence démocratique. Je terminerai là-dessus. Tu me passes le relais, le micro. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est la fatigue, c'est la fin de la journée. Est-ce que tu aurais des exemples d'OSINT, d'enquêtes en France qui ont été un peu marquantes ? Des enquêtes réalisées de manière générale en OSINT ? Là, il n'y a pas longtemps, il y a une enquête, il y a eu les Stravaleaks qui sont sortis. Les Stravaleaks, donc Strava est une application de jogging où les runners peuvent mettre leur parcours. En 2020, Sébastien Bourdon avait fait une enquête où il arrivait à montrer que sur Strava, on arrivait à identifier les bases françaises militaires officielles et officieuses en Afrique. Parce qu'en fait, Strava a ce qu'on appelle une heatmap. Vous voyez une carte de chaleur. Et en fait, il y a peu de gens qui utilisent Strava en Afrique. Donc si on a grandi sur le continent africain, on voit des petits carrés qui sont en fait les militaires qui font leur jogging. À partir de là, on arrive à identifier les militaires et à voir quand ils rentrent chez eux, dont certains sont des militaires classés défense. Sébastien, quand il fait ça, il a 26 ans, il vit à Paris, il ne connaît pas grand-chose. Il arrive à identifier des militaires français classés des secrets défense. Donc il faut imaginer que les opposants géopolitiques de la France arrivent aussi à le faire. Ça, c'était en 2020. Et en 2024, il vient de sortir une nouvelle enquête avec Antoine Schirer en 3 volets sur comment, à partir de Strava, on arrive à identifier les gardes du corps d'Emmanuel Macron, de Joe Biden et de Vladimir Poutine. Et en allant un peu plus loin, les gardes du corps, quand un président va à l'étranger, ils y vont 2-3 jours avant pour sécuriser le périmètre et voir l'hôtel. Donc on arrive en suivant leur trajet à savoir par exemple où va dormir Emmanuel Macron quand il va se déplacer à Riga ou etc. Alors que c'est des informations classées des secrets défense. Donc il y a une autre enquête qui a été faite là-dessus. Sinon, ils ont été très forts sur les violences policières. En 2018, Asia Baluffier et Antoine Schirer font une enquête pour Le Monde sur une violence policière principalement qui a eu lieu à Bordeaux et qui est vraiment considérée comme la première enquête aux INT d'un grand média en France. Sinon, il y en a beaucoup. Redouane qui a été faite sur le meurtre de Zineb Redouane par la police, qui a été faite non pas par Forensic Architecture mais par Index. Non, faite par Forensic Architecture. Et Index. Non, faite par Forensic Architecture au moment où Francesco Sebregondi était à Forensic Architecture et il a ensuite repris en disant que c'était Index, mais elle a été faite par Forensic Architecture. Bon, et Le Monde. En fait, on peut même dire qu'il y a une spin-off de Forensic Architecture qui a donné Index, puisque Francesco Sebregondi a créé sa propre agence en France et il retrace effectivement cette affaire depuis l'espace public et avec le complexe image en recoupant toutes les données possibles pour déterminer la place de l'agent de police exactement sur les rails du tramway face à aux 4 rues des Feuillants lors de cette...
Merci Alan. Moi, en t'écoutant, ça m'a rappelé cette scène qu'on a sans doute tous en tête dans Blow Up, où il fait ce zoom dans l'image jusqu'à penser que finalement dans ce jardin il s'est passé le pire, l'assassinat, le crime. Et donc on assiste au milieu du film à la naissance de l'art, à double titre, parce que à la fois il y a une plasticité qui naît sous nos yeux qui est nouvelle. L'image, elle est pixelisée, elle a un grain, ce qui n'était pas le cas au début. Et aussi naissance de l'art, parce qu'il y a un nouveau scénario qui s'ajoute au premier, et donc une histoire dans l'histoire. Et il y a de commun avec Lozine qui a une sorte de difficulté à trouver la juste distance par rapport à ce qu'il y a sous les yeux, parce qu'il zoome, et en zoomant, il voit plus. Enfin, il voit plus clair. Et donc cette question de la juste distance, parce qu'à chaque fois, là, les images que tu nous as montrées sont des images qui sont prises de loin, et dans lesquelles on essaye de discerner ce qui est difficile à discerner. Donc comment cette juste distance, elle est régulée d'un point de vue légal? Est-ce qu'il y a une juridiction particulière sur ces contenus et sur leur utilisation? Ça dépend de quelle juridiction, parce que l'acceptation des images selon un contexte judiciaire n'est pas la même acceptation que d'une image selon un contexte militant comme le fait Index ou selon un contexte journalistique. D'un point de vue judiciaire, il y a quelque chose qu'on appelle le protocole de Berkeley qui permet de voir un ensemble de contraintes judiciaires sur les questions de droits humains, à partir de quand une image, avec quelle résolution elle peut être acceptée. Il faut savoir aussi que justement ça fait partie d'une critique des médiations. Les images satellites ne montrent pas la même résolution selon les différentes parties du monde. Même si vous les achetez, il y a des accords avec les gouvernements pour, par exemple, les bases militaires ne soient pas identifiables dans les photos satellites que vous pouvez acheter. Il y a certains territoires aussi qui ont des résolutions différentes. Donc, ce qui va être aussi intéressant, c'est de voir que il va y avoir ce que Eyal Weizman appelle un complexe iconique. C'est qu'une image, elle n'est jamais seule. Une image en tant que telle ne prouve rien. C'est un ensemble d'images qui se connectent, qui vont pouvoir montrer quelque chose. Donc quelque chose qui peut être flou sur une image, si elle passe dans un autre point de vue, peut être moins flou et peut créer des correspondances. Et donc c'est vraiment cette question de comment on relie les points, on relie les traces pour essayer de créer quelque chose. Mais déjà, quand vous entendez que je parle, il y a quelque chose qui est un peu bizarre. On va relier les points, on va relier les traces. On dirait un complotiste qui va vous dire « Mais si tu regardes ça et ça, ça marche ». Donc il y a vraiment aussi quelque chose dans le creux, dans le négatif de l'OSINT, qui renvoie à quelque chose d'assez complexe ou douteux. Et en même temps, il faut savoir construire de la certitude à partir de ces doutes pour pouvoir justement avancer tant judiciairement que journalistiquement. Et ensuite, la régulation dépend de chaque pays, etc. Oui, je me demandais, parce que je n'ai jamais mené une enquête aux INT moi-même, la temporalité. Est-ce qu'on est en train, parce qu'on imagine un complotiste qui passe des mois, voire sa vie, à développer des théories, mais est-ce qu'on peut imaginer une enquête aux INT qui prend 3 minutes, ou de quelle temporalité? Est-ce que, d'une certaine façon, dans l'open source, c'est pas une question de payer pour avoir accès, mais c'est une question de mettre son temps et son énergie dans cette recherche. Tout dépend quelle enquête OSINT on veut faire. Une enquête OSINT qui prend moins de 2 minutes et qui permet d'avoir quelque chose, si on vous dit, cette photo, elle a été publiée
Au Soudan, actuellement, il y a 2 semaines, vous le mettez dans un moteur de recherche d'image inversée sur Google, vous voyez qu'en fait, elle date du Soudan il y a 10 ans. Donc, c'est une enquête OSINT assez rapide, c'est ce qu'on appelle du fact-checking. Donc, beaucoup de fact-checking se base sur de l'OSINT, ça prend quelques minutes. Ensuite, vous avez des choses un peu plus dures, quand on vous demande de géolocaliser quelque chose. Moi, je donne des cours d'OSINT, donc je vois aussi le fait d'apprendre à géolocaliser une image, ça peut prendre 5 minutes s'il y a assez de détails pour la géolocaliser, ça peut prendre 2 semaines à se tirer les cheveux pour réussir à le faire. Et ensuite, il y a des enquêtes au long cours. Forensic Architecture, c'est une équipe, il me semble qu'ils sont 60 chercheurs, pour faire des dossiers qui sont des rapports assez longs qui peuvent prendre des mois. Donc en fait, ça dépend aussi des ambitions de cette enquête, du but, de comment on l'a fait, de ses compétences techniques, et si on est plus ou moins financé. Une autre spin-off de Forensic Architecture s'appelle Border Forensic, qui sont en Suisse et ils travaillent principalement sur les violences aux frontières. Il me semble qu'ils sortent 2 rapports par an, mais des gros rapports de 100, 120 pages, principalement en OSINT. Donc tout dépend de ce qu'on veut faire. Mais il y a beaucoup de bénévoles qui investissent énormément de temps, et puis il y a toute une stratégie de réussir à trouver un boulot de journaliste en ayant travaillé beaucoup en bénévole avant. Il y a beaucoup de stratégies où on revoit se rejouer des logiques professionnelles un peu délétères. Merci. Et bravo.